Bonjour et bienvenue dans votre émission préférée du dimanche, l'Orient Express, pour parler du Moyen-Orient à partir de Bruxelles. Vous êtes sur Arabelle et nous sommes le 28 octobre 2017. N'hésitez pas à nous suivre sur notre page Facebook, à nous écouter ou à nous contacter par SMS au 0488 106 800. Comme tous les dimanches, je suis accompagnée de la réalisatrice et consultante Myrna Nabhan. Nous ne sommes pas seuls aujourd'hui et tu vas aussi nous présenter notre charmante invitée. Ahlan Majdouline, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez tous passé une super semaine, meilleure que la mienne j'espère, parce que comme vous pouvez l'entendre, je suis un peu enrhumée. Mais je suis toujours en rendez-vous pour votre émission préférée du dimanche, l'Orient Express. Donc comme l'a dit Majdouline, nous ne sommes pas seuls ce dimanche et je vais vous présenter notre invité dans quelques secondes. Mais tout d'abord, je vais vous présenter le sommaire de l'émission d'aujourd'hui. Alors aujourd'hui, on va beaucoup s'intéresser à la péninsule arabique et notamment au Yémen. Donc ce magnifique pays qui malheureusement fait face à une tragédie humanitaire sans nom, où la situation d'ailleurs s'est considérablement dégradée depuis l'insurrection houthiste et le déclenchement en mars 2015 de l'action militaire Tempête décisive, menée par la coalition internationale qui est pilotée par l'Arabie Saoudite. Donc on avait vraiment envie de s'intéresser à ce pays, Majdouline et moi, dans cette émission, parce qu'on trouve qu'on ne parle pas assez justement de ce pays, peut-être parce que sa situation géographique fait que justement on l'oublie un peu trop, parce qu'il est... il est vraiment à la pointe sud-ouest de la péninsule arabique, ou peut-être aussi sa situation intéresse un peu trop, et c'est pour ça qu'il... voilà. On ne va pas rentrer dans la politique. Oui, on ne rentre pas dans la politique. Donc justement, on va s'envoler pour Sanaa, donc la capitale, à la découverte de son histoire millénaire. On va également parler d'un documentaire qui nous fera voyager vers cet Orient lointain et qui va nous mener à notre dossier de la semaine, dont on va discuter avec notre invitée de la semaine d'ailleurs, donc Chloé Tricot-O'Farrell, qui est la représentante auprès de l'Union européenne de l'ONG Safer World, et que nous sommes extrêmement ravis d'accueillir dans nos studios. Chloé, bonjour. Bonjour. Marhaba, ahla wa sahla, comme on dit chez nous. Aslema, moi c'est juste ça que je connais. Ah, c'est tunisien ça. Ouais. Merci beaucoup de m'avoir invitée aujourd'hui pour parler de notre travail au Yémen. Mais avant tout ça, donc avant d'entamer la discussion avec Chloé, Majdouline va nous présenter ce qui a fait polémique ou ce qui est passé inaperçu dans la presse cette semaine. Tout à fait. Vous pouvez nous suivre en direct sur arabelle.fm. Bon, on le fait vraiment pas exprès, mais les bonnes nouvelles en ce moment viennent souvent d'Arabie Saoudite. Donc cette semaine avait lieu une conférence économique à Riyad qui réunissait des investisseurs du monde entier. Et le prince héritier, donc Mohammed Ben Salman, il a fait une déclaration, je trouve, assez fracassante. Nous voulons vivre une vie normale, une vie où notre religion signifie tolérance et bonté. Cette déclaration rejoint d'ailleurs celle faite par le roi du Maroc, Mohamed VI, il y a quelques mois, qui veut incarner aussi la modération face à l'extrémisme. Ok, d'accord, mais concrètement, ça veut dire quoi ? Parce que c'est beau. Mais concrètement, le prince héritier envoie un message clair à ses alliés et au monde que le royaume est prêt au changement. C'est un message aussi aux jeunes du royaume, parce qu'il ne faut pas oublier que 70% de la population a moins de 30 ans. Voilà, par exemple, depuis 1 an, il y a eu plus d'une centaine de concerts organisés alors que c'était interdit. Les femmes ont eu le droit de conduire. Ah, pas encore. Enfin, voilà, mais c'est en route. Voilà, c'est en route. Il y a des améliorations, entre guillemets. Il y a une ouverture graduelle. Et en fait, Mohammed Ben Salman, déjà en avril 2016, avait dressé une liste de plusieurs réformes socio-économiques à entreprendre pour faire aussi face aux difficultés financières qu'affronte le royaume, évidemment dues à l'effondrement des cours des pétroles et tout ce qui s'ensuit. Et en fait, l'ensemble de ces réformes, c'est dans un sorte de mouvement qui s'appelle Vision 2030, qui vise vraiment à transformer de manière profonde l'économie saoudienne, qui est secouée, voilà, comme j'ai dit, par la baisse des prix du pétrole. Et par exemple, et on en a parlé la semaine passée, ils ont cette volonté de transformer une 50aine d'îles qui étaient auparavant militaires en plusieurs complexes hôteliers pour développer le tourisme. Donc voilà, ouais, comme on en a parlé dans les semaines précédentes, donc il se passe quelques mini-révolutions. Donc
dans ce royaume. Et justement, j'ai vu qu'il y a la création d'une sorte de ville du futur. Voilà. Donc Neom, c'est ça. Neom. Donc le prince Salman a dévoilé son projet fou, mais vraiment génial. C'est une ville de la taille d'un pays sur les rives de la mer Rouge, baptisée Neom. Ils ont prévu 500 milliards de dollars d'investissement pour vraiment faire naître un gigantesque complexe dédié au secteur de l'énergie, de l'eau, de la biotechnologie ou encore du divertissement pour 2025, ça veut dire dans 8 ans. À Bruxelles, il faut 8 ans pour réparer un tunnel. Là, donc, ils vont quand même faire toute une ville Mais c'est futuriste. ça, c'est vraiment un projet fou. Pour l'instant, la zone où est prévu ce projet est désertique. Donc, il y a un super site internet qui s'appelle discoverneom.com qui expose vraiment tout le projet, étape par étape, on va dire, secteur par secteur. Développe l'ensemble de la ville et c'est une ville qui devrait fonctionner de manière quasi exclusive à partir des énergies renouvelables avec des fermes éoliennes, du photovoltaïque. Aussi pour alimenter la ville en eau dans cette zone désertique, il y aura des unités de dessalement de mer qui sont prévues. La subsistance des habitants sera assurée par la mise en place de fermes verticales et de développement de solutions innovantes pour la culture en zone désertique ou à partir d'eau de mer. Donc c'est vraiment tout ce mindset qu'il faut se mettre en mouvement. L'ensemble des transports aussi qui circuleront dans la ville seront propres et autonomes, des drones taxis, des voitures et transports en commun autonomes. L'économie de Neom sera tournée vers les nouvelles technologies, nanotechnologie, impression 3D, robotique, biotechnologie. Vraiment, quand on le lit, on se dit mais c'est pas possible, mais c'est vraiment un projet qui existe, c'est ça qui est fou. Et voilà, sur leur site, c'est écrit le monde se tournera vers Neom pour la prochaine génération de thérapie génique, la génomique, la recherche sur les cellules souches, la nanobiologie, la bio-ingénierie. Je sais, ça prête à sourire, mais c'est génial. C'est vraiment un projet titanesque et impressionnant. Et d'ailleurs, sur le site, à la fin, on peut suivre l'évolution de la ville. Donc, ils vont vraiment partager. Et là, ils sont en construction, en fait. Oui, c'est ongoing. Ils ont dévoilé le projet, donc il a été pensé quand même, ça fait quelques temps. Et voilà, c'est que maintenant, ils ouvrent la porte aux investisseurs, aux gens qui veulent venir s'installer, aux gens qui veulent investir et tout ça. Juste vite fait, géographiquement, c'est vraiment, on va dire, juste au sud de la Jordanie et quasi face à l'Égypte. Donc en Arabie Saoudite. D'accord. Je sais pas, c'est génial. C'est vraiment au carrefour. Ouais, mais c'est vrai que ça a l'air assez dingue. Mais d'ailleurs, j'ai lu hier ou avant-hier que justement cette ville, elle sera peuplée principalement de robots. Tout à fait. C'est un peu bizarre quand même. D'ailleurs, il y a en Arabie Saoudite, on a accordé la citoyenneté saoudienne à un robot. Voilà, une robote. Je sais pas comment on dit. Exactement. Mais... C'est ironique en fait quand on sait que il est impossible d'obtenir la nationalité saoudienne. Aussi. Ironique, on va dire. Mais en tout cas, voilà, pour célébrer cette ville du futur, donc Neom, le royaume a symboliquement octroyé la citoyenneté à cette robot, donc Sophia, qui est déjà une star à la base. Elle avait été interviewée par Jimmy Fallon et des choses comme ça. Et en fait, voilà, cet acte confirme vraiment ce qu'on a dit au début. L'Arabie Saoudite s'engage à devenir une digital nation et veut s'imposer comme le centre de l'innovation au Moyen-Orient. D'ailleurs, un ministre de l'intelligence artificielle vient même d'être nommé il y a quelques jours. Enfin bref, pour conclure, moi je trouve cela très inspirant et encourageant et espérons que tout ceci se mettra concrètement en place. Moi aussi, je trouve ça très très inspirant et encourageant. J'espère que donc Sophia aura beaucoup de droits, voilà, enfin. qu'elle pourra se déplacer sans l'avis de son tuteur et compagnie. Mais bon, on en a déjà parlé la fois passée. Ou même si elle veut transmettre sa nationalité, comment elle fera. Enfin bref. Donc voilà, merci pour ton coup d'œil sur les médias qui est consacré à l'Arabie Saoudite. Au final, bon, on l'a pas fait exprès. Sans le vouloir, mais c'est vrai que le positivisme cette semaine vient de là-bas. Et espérons que ça continuera. Même si ça peut prêter à sourire ou que ça a l'air bizarre ou quoi. Moi, je trouve que c'est quand même un vent de fraîcheur. C'est vrai. De nouveau, d'espérance. Mais c'est juste, on sourit parce que c'est quand même assez paradoxal quand on sait que c'est quand même l'un des pays les plus rétrogrades pour certains domaines et qui, voilà, il y a tout ça. Mais il faut le regarder avec un œil nouveau. C'est ça, c'est bien, c'est bien. Et justement, donc, à la suite de notre émission, on va porter encore un peu quand même sur l'Arabie Saoudite, dans la péninsule. Donc, vu que l'ombre de ce royaume plane un peu au-dessus du Yémen, on va dire. Et donc, justement, on va en parler dans une semaine, une ville.
et avec notre invité aussi. Re-bienvenue, chères auditrices, chers auditeurs, dans votre émission du dimanche, l'Orient Express sur Arabelle. Nous allons maintenant nous envoler pour la rubrique Une semaine, une ville. Nous sommes évidemment conscientes que le Yémen est actuellement un pays dangereux et en guerre et on ne vous incite pas à aller le visiter tout de suite. Mais on voulait vraiment en parler parce que c'est une très très belle ville. Voilà, on sait que le Yémen en ce moment vit une tragédie. Nous n'allons pas traiter le côté géopolitique du conflit. Voilà, c'est vraiment important qu'on vous le dise parce que on n'est pas inconsciente. Voilà, on veut vraiment vous en parler d'une belle manière parce que le Yémen, c'est un pays légendaire. L'histoire du monde passe vraiment par le Yémen. D'ailleurs, dans l'Antiquité, on l'appelait l'Arabie heureuse, donc Arabia Félix pour les Romains. Désolé pour les Romains si j'écorche malheureusement, on est passé de l'Arabie heureuse à l'Arabie déchirée. Mais bon, on va vraiment pas s'étendre sur le sujet, même s'il le mérite grandement. Je vais donc vous parler de Sanaa, qui est la capitale du Yémen. C'est où le Yémen, déjà ? Oui, on l'a dit en introduction, c'est à la pointe sud-ouest de la péninsule arabique. À son nord se trouve l'Arabie saoudite, à son est, le sultanat d'Oman. Il y a la mer Rouge qui le sépare de l'Afrique et l'océan Indien le borde à son sud, là où se situe le port de Aden, qui par ailleurs a toujours été en conflit avec la capitale. Mais Sanaa, c'est le Manhattan des sables. Oui, justement, c'est ces longs immeubles en terre qui ont vraiment une magnifique architecture, qui sont assez typiques d'ailleurs de Sanaa. Je ne sais pas si c'est dans d'autres villes au Yémen, c'est pareil, donc je ne sais pas. Mais c'est d'ailleurs la première photo qui apparaît quand on fait des recherches ou quand on pense à cette ville. C'est la raison principale de voir Sanaa. C'est vraiment, c'est imaginer des immeubles de 6 étages en terre ocre et rouge. Donc seul le rez-de-chaussée est en pierre. Les fenêtres sont ornées de stuc blanc. Et au dernier étage, il y a des vitraux comme ça multicolores. Et en fait, au dernier étage, c'est l'étage des hommes. C'est là où ils se réunissent entre eux. Pour mâcher du cat. Myrna, on a dit. Non, mais c'est vrai. Il y a un étage. C'est vrai, c'est le dernier étage, là où il y a des vitraux multicolores. je fais pas mon addict. Non, mais c'est vrai, j'ai lu ça il y a pas longtemps. Non, voilà. Je confirme. Mais bon. Et donc... C'est pas bon pour la consommation. Mais comment ça se fait que tu connais ça ? J'ai fait mes recherches, moi aussi. Donc en plus... Bon, on va retourner vers Sanaa, parce que Majdoulin, justement, ne connaissait pas apparemment cet aspect du Yémen. Donc voilà, c'est vraiment une ville, donc Sanaa à visiter. Et justement, tous les témoignages confirment. Désolée. Donc tous les témoignages, évidemment avant les événements tragiques, quand les gens voyageaient et visitaient Sanaa, tout le monde confirme vraiment la gentillesse et la sympathie des habitants qui acceptent même de vous emmener découvrir des sites ou des immeubles qui sont pas sur les guides touristiques. Mais donc, à Sanaa, vous pouvez donc visiter le vieux souk à partir de Bab el-Yaman, qui est une magnifique porte, donc l'entrée de ce souk. Et à partir de là, vous embarquez dans le souk des épices, du café, du parfum, de textiles colorés. Car vraiment, il ne faut pas l'oublier, le Yémen était sur la route de l'encens, de la soie, des épices. Il est même le premier pays qui a produit le café. Et c'est de là que les Hollandais en ont volé un plant et ont commencé à le planter dans leurs colonies. Ah, c'était l'espionnage industriel de l'époque, en fait. Voilà, c'est ça. Alors, évidemment, il y a aussi le palais du Rocher, donc Dar el-Hajar. Et s'il vous plaît, allez voir la photo tout de suite, où on va le mettre sur le site internet. C'est trop exceptionnel. C'est vraiment un rocher, et au-dessus du rocher, il y a un palais. Enfin, un sorte d'immeuble, là, comme on a dit, une sorte de Manhattan, où il y a le dernier étage de vitraux colorés. C'est vraiment exceptionnel. C'est juste magnifique. Il y a aussi la mosquée El Saleh, qui a été construite par le précédent président El Saleh. Et là, ça mélange un peu l'ancienne architecture avec du plus récent. Il y a aussi la grande mosquée de Sanaa. Bon,
Et tout est encore... Oui, les gens... Tout existe encore, je veux dire... Voilà, mais sûrement que Chloé nous en racontera un petit peu plus parce qu'elle est en contact avec les gens au Yémen. Mais oui, ça n'a pas été détruit, on va dire, pour l'instant. Mais bon, il est absolument déconseillé de s'y rendre en ce moment à cause de la guerre, de l'insécurité, des risques de rapt. Sachez que c'est quand même une très, 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 très belle ville qui a souvent inspiré les décors des Mille et une nuits au cinéma. Et je souhaite vraiment du fond de mon cœur que la catastrophe qui s'y déroule prenne fin le plus vite possible. Inch'Allah, espérons vraiment. En tout cas, merci pour ta rubrique et pour ta découverte de Sanaa et des beaux vitraux. Détendez-vous en musique. Alors après, justement, la belle explication de Majdoulin, donc de cette ville, on va rester dans le Yémen. Enfin, voilà, on a envie de parler de ce pays aujourd'hui. Et donc pour cette rubrique, donc il était une fois le Moyen-Orient, où on parle soit de livres, soit de films qui nous ont plu ou inspirés ou qui traitent donc de la région. J'avais envie de vous parler d'un beau documentaire sur lequel je suis tombée. Donc voilà, je dois quand même vous dire que j'ai quand même dû un peu chercher cette fois-ci pour trouver un livre ou un film justement qui parle du Yémen. C'est pas que ça n'existe pas, mais la plupart des œuvres sur lesquelles je suis tombée traitent plus ou moins toujours de la même chose. Donc les conflits interminables qui ont exténué ce pays, qui l'ont mis à genoux, ou encore la question des mariages précoces, des mariages forcés. Donc bref, voilà, des thèmes vraiment importants aussi, mais dont j'avais pas envie de parler aujourd'hui nécessairement. Et je suis tombée donc par hasard sur un documentaire d'une petite heure qui est sorti en 2013, je crois. Ou bien il a été tourné en 2013 et il est sorti en 2014, qui justement traite de problématiques importantes, mais vraiment sous un autre angle. Donc c'est vraiment un angle plus positif, et c'est ce qui m'a vraiment donné envie de vous parler donc ce dimanche de ce film, et aussi parce que j'ai bien aimé le titre. Donc c'est Yamaniyat, donc en arabe on va dire, donc, et Yéméniette, donc comme petite yéménite. Vu le titre, je suppose que ça parle de jeune fille yéménite. Voilà, quelle perspicacité, Majdoulin. C'est le cadre de ce matin. Justement, ça va pas traiter que d'adolescentes yéménites. Bon, alors pour pitcher rapidement et sans spoiler, donc dans ce documentaire, on suit, comme Majdoulin a découvert, 3 adolescentes yéménites, donc Maha, Wafa et Rim. Et elles participent en fait à un concours d'entrepreneuriat pan-arabe, donc entre différents pays arabes. Ça se passe au Qatar d'ailleurs, je crois. Alors voilà, dit comme ça, c'est pas foufou, hein. Donc c'est pas le truc le plus intéressant. Enfin si, c'est intéressant, mais voilà, c'est pas la télé-réalité. Mais ce qui m'a vraiment intéressé, c'est le message qu'il y a derrière, surtout par rapport au contexte actuel. Parce que j'ai trouvé ça très intéressant vraiment de mettre en lumière. Donc on parle du Yémen en 2013-2014. Donc c'est toujours l'un des pays les plus pauvres au monde, avec un système éducatif qui est à la traîne et, disons-le, clairement corrompu, on va dire, avec le chômage qui atteint des sommets effroyables, la menace d'Al-Qaïda qui plane sur le pays à l'époque encore. Et encore une fois, désolée, mais le cadre. J'y reviens parce que c'est un élément c'est très important dans la culture yéménite, en fait. Donc, je dis, c'est vraiment un rituel ancestral qui consiste, en fait, à mâcher des feuilles fraîches donc de cette plante. Oui. Et ça donne un effet stimulant et euphorisant, en fait. C'est une sorte de narcotique. Et c'est très intéressant parce que quand je me suis un peu plus... j'ai un peu lu autour. Oui, en préparant le sujet. Je crois que ça mérite vraiment un dossier de la semaine une fois à ce sujet, parce que ça parle vraiment. Donc il y a des aspects positifs, on va dire, dans leur société, justement, parce que c'est quelque chose de social et compagnie, mais aussi tous les aspects négatifs au niveau de l'agriculture, au niveau du chômage. Il y a beaucoup d'autres problématiques. Donc c'est un peu intéressant. Mais bon, revenons sur notre film. Oui, voilà. Donc on va dire que dans le film le contexte c'est pas le meilleur moment pour se lancer dans l'entrepreneuriat. Clairement pas. Voilà, donc comme j'ai dit, avec tout ce qui se passe autour, et encore moins quand on est des jeunes adolescentes dans une société où le modèle traditionnel des genres est encouragé et perpétué, on va dire. Donc, mais justement, ces jeunes filles, donc avec le soutien de leur entourage, elles décident de casser un peu les codes et les barrières
et de développer un projet d'énergie solaire. Donc, c'est vraiment intéressant parce que voilà, c'est avec les coupures de courant et compagnie, donc elle développe ce projet-là parce que la seule chose qu'ils ont et qu'ils auront toujours, c'est le soleil. Et voilà, c'est vraiment assez intéressant de voir ça. Elles ont 13-14 ans, je crois d'ailleurs, les filles, ou peut-être un peu plus. Mais c'est vraiment un documentaire touchant. On voit des parents encourager leurs filles comme ils pourraient encourager leur fils. Des professeurs qui croient en leur potentiel aussi, donc c'est important, ça c'est nécessaire aussi, qui les aident à vraiment essayer de briser les barrières qui pourraient les retenir de se lancer donc, dans ce genre d'aventure. Bref, c'est vraiment un documentaire qui traite de toutes les épreuves douloureuses que traverse cette société, mais c'est vraiment fait à travers la destinée de ces jeunes filles, donc de cette jeunesse qui est vraiment déterminée à se forger un meilleur avenir pour elles et pour leur pays, justement. Donc, Eh bien, vraiment, merci Myrna pour cette rubrique et d'avoir mis un peu plus de lumière sur ce genre de documentaire. En fait, j'avais vraiment envie d'en parler parce que c'est un film qui a commencé à intéresser en fait, le grand public il n'y a pas longtemps. Il y a le producteur, j'ai vu sur Twitter, il avait dit que en fait, il a commencé à faire son chemin en festival récemment, justement parce que les gens cherchent des choses sur le Yémen. D'accord. Et ils trouvent pas, et donc ils tombent principalement sur... c'est une des seules choses qui ont été faites vraiment assez positives. Il a été fait pour la télévision ou... Je pense, je sais pas exactement. En fait, lui, c'est un producteur qui a... Enfin, il fait partie de ce programme de l'entrepreneuriat. Ça s'appelle Injaz, en fait. Donc, c'est dans plusieurs pays arabes. Donc, lui a produit ça et a produit donc sur ces jeunes filles. D'accord. Mais la réalisatrice est très connue aussi dans le monde des ONG et compagnie parce qu'elle est très active en parlant du Yémen. Chloé doit la connaître. Moi, je l'ai découverte en fait dans mes recherches là, en regardant ce film. Et donc, justement, donc pour eux, c'était vraiment fondamental de le faire tourner au maximum pour donner une autre image du Yémen. Une image où 3 jeunes filles, justement, bon, elles sont plus que 3, mais c'est les 3 principales, on va dire, qui sont vraiment inspirantes, ont réussi à inspirer une nation en entier et l'ont permis en quelque sorte de rêver de nouveau. Et il est vraiment fondamental de diffuser un message d'espoir dans tous ces ténèbres. Et on envoie vraiment d'énormes pensées, énormes au peuple yéménite dans la terrible épreuve qu'ils sont en train de traverser aujourd'hui d'ailleurs. Et on va justement continuer de parler de projets et d'initiatives positives au Yémen avec notre invitée Chloé Tricot-O'Farrell, la représentante de Safer World auprès de l'Union européenne. On parlera de ça dans un instant, juste. Arabelle FM, à Bruxelles sur le 106.8. Et re-bienvenue dans votre émission préférée du dimanche, chers auditeurs. Donc oui, nous sommes à bord de l'Orient Express. Aujourd'hui, on a voyagé à travers la péninsule arabique. On a beaucoup parlé du Yémen, parce qu'on estime qu'il est nécessaire de parler de ce pays. Nous en parlons de différentes manières, d'une manière différente même, j'ai envie de dire. Une manière plus positive, plus axée sur la vie que sur les conflits. Et justement, c'est pour ça que nous avons avec nous en studio aujourd'hui l'immense plaisir d'accueillir Chloé Tricot-O'Farrell, qui est la représentante de Safer World, donc une ONG, ici à Bruxelles. Bonjour de nouveau Chloé, j'espère que vous passez un bon moment avec nous. Un très bon moment. Donc, est-ce que vous pouvez nous présenter juste Safer World en quelques mots Bien sûr. Donc, Safer World est une organisation internationale de prévention des conflits et de consolidation de la paix. On a des bureaux un peu partout dans le monde, principalement en Asie centrale, en Asie du Sud, en Afrique de l'Est et au Moyen-Orient. Et l'objectif de Safer World est de travailler avec un large éventail d'acteurs locaux, avec les communautés locales, les organisations locales, pour essayer de mieux comprendre et répondre aux causes et aux moteurs de la violence et de l'instabilité dans des contextes en particulier. Particulièrement, notre approche consiste à essayer de s'assurer que les communautés locales, les ONG locales, puissent participer à l'identification des problèmes, mais aussi à l'identification et à la mise en place de solutions. Et ce faisant, on essaye de faire en sorte que les réponses apportées à l'insécurité et au conflit soient plus constructifs, soient moins violents et répondent de manière plus durable aux préoccupations et aux besoins des populations locales. D'accord.
Merci pour cette présentation très complète. Donc, vous êtes présent au Yémen aussi, c'est ça? Donc, vous avez des projets dans ce pays-là? Tout à fait. Alors, on travaille au Yémen depuis 2010. Donc, le contexte a fortement changé sur ces 7 dernières années. Et on a dû adapter également nos programmes en fonction du contexte dans le pays. Mais notre approche a toujours été similaire, c'est-à-dire qu'on travaille avec des organisations, principalement des groupes de femmes, des groupes de jeunes et aussi des groupes communautaires qui regroupent des représentants de tous les pans de la société. On travaille avec eux et on essaie de soutenir leurs efforts pour promouvoir la paix et actuellement pour répondre aux impacts du conflit dans les différentes localités. Et vous étiez présent avant que la situation empire dernièrement? Tout à fait. Donc, on a toujours été basé sur place. Notre staff sur place est yéménite. Donc, notre bureau est basé à Sanaa. Et, Sanaa. Tout à fait. Avant le début du conflit, donc en 2015, on était en train d'essayer de travailler à la mise en œuvre des accords de paix qui ont eu lieu. Donc, il y avait tout un dialogue national aux alentours des débuts des années 2010. Et donc, nous travaillons à ce moment-là avec ces organisations pour la mise en place de ces accords qui avaient été acceptés. Ensuite, le conflit a débuté, donc on a dû tout adapter pour vraiment essayer de mieux répondre aux préoccupations des gens, mais aussi au contexte sécuritaire. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on faisait avant qu'on ne pouvait pas faire vu l'insécurité dans le pays. D'accord. Et justement, est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus en détail de vos différents projets sur place, sur le terrain? Tout à fait. Donc, en fait, les projets sont très différents. On fait plein de choses différentes en fonction des besoins et des problèmes identifiés par les gens avec lesquels on travaille. Donc, nous, on ne rentre pas en disant, on va faire un projet là-dessus. C'est vraiment essayer de travailler avec nos partenaires, avec d'autres associations, avec plein de groupes pour les aider, en fait, à réfléchir aux problèmes auxquels ils font face, essayer de comprendre quelles sont les causes, les moteurs de ces problèmes-là et quelle serait une solution adaptée pour y faire face. Qui peuvent être des problèmes quotidiens. Tout à fait. Donc, en fait, ce qu'on remarque dans beaucoup de contextes, c'est que beaucoup d'éléments vont avoir un impact sur le sentiment de sécurité ou d'insécurité des personnes, vont avoir un impact sur leur vie quotidienne, ce qui peut aussi contribuer à plus de violence et d'insécurité. Donc, par exemple, ce que nous avons remarqué à Taïz, c'est qu'énormément de jeunes qui n'ont pas de revenus, qui n'ont pas d'emploi, ne peuvent plus aller à l'université ou ne peuvent plus en tout cas payer leurs cours. Et donc, en fait, on rejoint des groupes armés pour pouvoir avoir un revenu. Ils vont aussi parfois rejoindre un groupe armé pour pouvoir nourrir leur famille. Et donc, on voit comme le manque d'emploi, qui n'est pas nécessairement perçu comme un problème lié à la sécurité de prime abord, a un impact sur la sécurité et sur le conflit. Et donc, c'est vraiment essayer de comprendre tous ces éléments-là. Un autre problème, et ça rejoint le documentaire dont vous parliez, Myrna, est le manque d'électricité, les coupures de courant, qui en fait ont de nombreux impacts au sein de la société. Premièrement pour les femmes, qui après une certaine heure ne veulent plus ou ont peur de sortir de chez elles, mais doivent sortir pour l'une ou l'autre raison. Et en fait, dans le conflit aussi, et c'est aussi ces coupures de courant a eu un impact sur la hausse de la criminalité. C'est-à-dire que des groupes criminels vont se développer, vu le manque de lumière et aussi l'insécurité partout, vont pouvoir justement faire leurs activités sans vraiment avoir de contrôle ou sans avoir de crainte d'être vus ou d'être arrêtés par la police, par exemple. Ouais, d'ailleurs, on voit ça souvent dans les camps de réfugiés aussi. C'est un problème majeur, justement, le manque de lumière quand les femmes veulent aller justement Mais moi, j'ai une question parce que donc vous accompagnez les organisations locales, mais vous êtes une sorte d'incubateur de projets, ou parce que vous avez dit vous identifiez les problèmes qui n'étaient pas peut-être identifiés tels quels. Et après quoi? Vous aidez au financement pour créer un projet? Ici, vous essayez d'influencer la politique de l'Union européenne. Quel est votre rôle en fait? Alors, on fait plusieurs choses. Donc, tout d'abord, en effet, on va financer certains projets. D'accord. Généralement, ça va être des micro-grants, donc des micro-projets. Donc, on n'a pas d'énormes fonds. Et on va essayer aussi de soutenir plusieurs projets différents. Donc, nous, en fait, on a généralement du financement pour notre projet qui va consister à former
ces groupes-là, les organisations pour pouvoir mettre en place ce genre de projet-là. On va aussi avoir nos propres projets, on va mettre en place des groupes communautaires. Donc il y a vraiment ces deux aspects-là où on finance des projets et puis on a du financement pour pouvoir contribuer à tout ce que nous on est en train de faire sur le terrain. Moi, au niveau de l'Union européenne, mon rôle principal, et j'ai mes collègues qui font la même chose au niveau de Londres, au niveau des Nations Unies, au niveau de Washington, qui essayent d'influencer la politique européenne sur le Yémen. Donc c'est s'assurer que ces questions-là soient vraiment prises en compte par la réponse internationale au conflit et pour pas que ça soit ignoré. Ok, donc vous avez vraiment l'action Safer World, on va dire, auprès de l'Union européenne, plus l'action Safer World localement pour aider sur place vraiment concrètement les gens dans leurs problèmes. Et vous avez pu voir justement concrètement des résultats qui soient positifs ou négatifs de vos projets Oui. Alors, je vois le sourire là. Oui, donc ça c'est positif. C'est assez positif, mais tout d'abord juste aussi pour dire que notre activité au niveau international est informée par tout ce qui se passe au niveau local. Donc c'est vraiment les leçons, toute l'information qu'on a via nos programmes qui après vont influencer comment moi j'interviens et les messages que je veux faire parvenir à la communauté internationale européenne dans mon cas. On a plusieurs sortes de projets différents qui sont vraiment très intéressants et qui montrent la résilience des gens dans des contextes conflictuels et aussi juste la volonté de créer de l'espoir et de vraiment contribuer à créer la paix même au niveau local si c'est impossible à faire au niveau national. Un des projets sur lesquels on a travaillé, donc on a soutenu en fait un groupe de jeunes qui voulaient lancer une campagne qui s'appelait Coexistons et eux ont fait une vidéo. Et dans cette vidéo, ils ont interviewé des gens de partout du Yémen, de tout âge, de toute origine, en leur demandant ce qu'ils aimaient du Yémen et ce qu'ils voulaient voir dans le futur du Yémen. Et l'objectif, c'était de montrer qu'en fait, tout le monde est assez similaire, tout le monde a les mêmes volontés. D'où qu'ils viennent, tout le monde est en fait assez proche et ils se sentent tous yéménites et veulent tous voir la paix. Et je pense que ça, c'est un message important dans le sein même du pays parce que les parties au conflit sont en train de contribuer à créer et à renforcer beaucoup de divisions pour mieux régner. Et justement, c'est rapprocher ces gens-là autour de cette idée de coexistence, de réconciliation, de vivre ensemble qui est très important. Donc cette vidéo, elle est super belle, elle est très très bien faite. Et elle a été projetée sur Facebook, via YouTube. Elle a été projetée aussi dans certaines salles de cinéma avant les films au Yémen. Et apparemment, donc, il y a eu pas mal de succès autour de cette campagne qui continue encore aujourd'hui. Donc on peut la trouver sur votre Facebook, Safer World. Vous pouvez la trouver sur notre site et je peux aussi vous envoyer un lien. Super. On la postera sur notre page aussi, donc on a envie de le voir. Express. Ouais, c'est un très bon projet. Et un autre projet qu'on est en train qui est terminé maintenant, mais on va faire un deuxième round, c'est une formation donc à distance sur la prévention des conflits qui est donnée à des jeunes via WhatsApp. D'accord. C'est une nouvelle technologie. Voilà, il n'y a pas qu'en Arabie Saoudite, mais tout ça là. Les réseaux sociaux sont vraiment mis en contribution. Tout à fait. Donc en fait, du fait du conflit, il est très très difficile pour les gens de se déplacer, même au sein de leur ville, donc encore moins en dehors de leur ville. Donc suivre des formations, c'est assez compliqué pour beaucoup de gens. Et aussi, comme j'en ai parlé, le fait qu'il y ait beaucoup plus de tensions au sein même de la société que Oui, il y a des dissensions entre factions, entre religions. Par contre, le nord, le sud. C'est surtout, oui, voilà. Donc le nord, le sud, c'est vraiment là où on voit les plus de fractures et les parties au conflit jouent vraiment là-dessus pour le renforcer. Et donc nous, on a voulu faire cette formation sur WhatsApp pour pouvoir atteindre les gens qu'on ne pouvait pas atteindre du fait de l'impossibilité de voyager dans le pays, mais aussi d'essayer de ramener des jeunes de différents endroits au Yémen, de différentes origines, sur un même groupe WhatsApp. Mais comment sont sélectionnés ces jeunes, justement Alors, vu qu'on travaille là donc, depuis 2010, on a énormément de contacts au sein de la société civile, des ONG yéménites. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'il y avait on a invité sur les réseaux sociaux des gens à postuler. D'accord. Pour faire partie du projet. Et donc, nous, on a sélectionné environ 90 individus, 90 jeunes, pour faire partie de 6 groupes WhatsApp différents. Donc on voulait avoir environ 15 personnes par groupe, avec aussi un modérateur de Safer World et à chaque fois un modérateur aussi d'une ONG locale avec laquelle on travaille. Tout était en arabe. Et en fait, ces gens-là, on a vraiment voulu sélectionner hommes, femmes, jeunes de différents endroits et donc vraiment d'avoir une représentation de la société yéménite. C'est ça. La société, ouais. Pour qu'en fait les gens puissent non seulement apprendre, donc l'objectif premier c'était vraiment
leur apprendre à réfléchir à comment faire un projet de prévention des conflits ou de consolidation de la paix. Donc encore une fois, c'est ce processus de réfléchir aux causes, aux solutions potentielles, et ensuite à vraiment les aider à mettre en place un projet avec un timeline, avec des objectifs, avec s'il faut un financement, comment faire une requête pour avoir du financement de l'un ou l'autre. Donc c'est vraiment réfléchir à cet aspect-là un peu plus pratique. Et par ce biais-là, les gens réfléchissaient et travaillaient ensemble. Partout dans le pays. Des gens qui peut-être étaient ennemis dans niveau politique, on va dire, se retrouvent à travailler ensemble sur... Tout à fait. Et il y a beaucoup de préjudices aussi au sein de la société. C'est normal, pendant la guerre, c'est toujours quelque chose qui... c'est un outil de guerre. Justement, c'est de créer de la division. Et donc, les gens pouvaient se dire, pour toi, la paix, c'est quoi ? Pour moi, la paix, c'est ceci. Et, en fait, la paix, pour moi, c'est ça aussi. Et pourquoi est-ce que toi, t'as peur le soir ? J'ai peur à cause des snipers. Moi, j'ai peur à cause des bombardements. Et les gens se rendent compte, en fait, qu'ils sont vraiment très, très similaires. Et donc, dans beaucoup de nos groupes, au début, il y avait un peu des tensions en fonction de l'origine des gens. Et très, très vite, ça s'est arrêté. Ça s'estompe, ouais. Et aussi, aujourd'hui, maintenant, ce qu'on a vu, c'est qu'encore une fois, c'est pas partout dans le pays, mais beaucoup de personnes des groupes qui se connaissaient pas avant ont décidé de se rencontrer en vrai. Et donc, ils continuent à se voir, à travailler ensemble aussi sur d'autres projets. Il y a certaines personnes qui veulent et qui ont déjà aussi utilisé la formation pour former d'autres personnes. Génial. Et donc, la formation en soi comprend différents modules. Donc, c'est vraiment, il y a des exercices, il y a des questions. Oui, c'est sérieux, c'est pas... C'est vraiment... une vraie formation. C'est une vraie formation. On a travaillé avec des techniciens pour développer une formation qui puisse être utilisée et envoyée sur WhatsApp. Génial. Et aussi, après, utilisée sur les ordinateurs. Support, voilà. Donc, c'est pas seulement sur WhatsApp. Et certaines activités, par exemple, que les gens ont entrepris par la suite... par exemple, à Hudaydah, un groupe de jeunes filles ont organisé pendant toute une journée des activités culturelles pour les jeunes dans les communautés et leurs familles. Et ça peut paraître très très simple. Et nous, à Bruxelles, on a la chance de pouvoir avoir ce genre d'accès à ce genre d'activités tous les jours sans crainte pour nous. Mais le fait qu'à Hudaydah, dans un certain quartier et on avait bien analysé si c'était safe, etc., de le faire là, ils ont pu faire cette activité pendant toute une journée. Les jeunes enfants ont pu voir des pièces de théâtre, ont pu dessiner. Et ensuite, Save the World a en fait pris ces dessins. On a fait une exposition à Londres. Génial. Et donc voilà. Et donc, les gens oublient un peu le temps d'une journée, le conflit. Mais ça amène les gens ensemble aussi. C'est encore cette question de communauté, de vivre ensemble qu'on essaie de promouvoir. Chloé, un grand merci pour tout ce positivisme sur le Yémen aujourd'hui. Cet espoir, cette bouffée d'espoir. Ouais. Un dernier petit mot ? L'espoir fait vivre. L'espoir fait vivre. Et aussi, justement, j'ai parlé avec ma collègue du Yémen en préparant cette émission. Je lui ai demandé si tu avais quelque chose à dire aux gens de Bruxelles. Qu'est-ce que tu voudrais leur dire ? Et elle m'a fait que c'est important de juste rappeler que malgré le conflit, il y a des gens qui travaillent très très dur pour la paix dans le pays. Et qu'on salue fort. Qu'on salue, et je pense qu'il faut qu'on soutienne aussi. Tout à fait. Merci de les mettre en valeur. On fait vite la publicité, puis on va parler de notre sujet préféré. Yallah en cuisine, vite. Merci beaucoup. Et re-bienvenue, chers auditeurs, dans votre émission préférée du dimanche, l'Orient Express. Nous étions en compagnie de Chloé Tricot-O'Farrell, qui nous a beaucoup parlé du Yémen d'une manière très positive. Et comme on continue à parler du Yémen dans ce numéro, on va voir ce qu'il nous prépare côté cuisine dans cette partie de la péninsule. J'espère que Majoline, tu ne vas pas nous parler du kat et comment on le prépare, ni quoi que ce soit. Je dois changer vite mes fiches. Alors, le Yémen a une cuisine simple, authentique et familiale. Alors aujourd'hui, plutôt que d'un plat, on va vous parler d'une technique culinaire yéménite qui connaît beaucoup de succès en Arabie Saoudite, les pays du Golfe et même dans certaines régions de Syrie. On va vous parler de ce qu'on appelle là-bas le mandi. C'est quoi le mandi ? Alors, au Yémen, le mandi, c'est une technique traditionnelle de cuisson à l'étouffée en sous-sol. Ça fait un peu peur. T'es sûr qu'on parle toujours de cuisine ? Oui, alors je vous explique. Donc, c'est un trou profond creusé dans le sol. Puis le fond est tapissé de charbon ou de bois sec qu'on laisse se transformer en braise incandescente. Puis on y place une casserole spéciale, une sorte de baril, qui est dotée d'une marmite avec le bouillon, les épices, le riz, un peu comme un tagine, ou avec les légumes d'accompagnement. Alors la viande, ça peut être du poulet, de la viande d'agneau ou même de chameau. Elle est suspendue au-dessus. Le chameau ? Au-dessus du baril, sur une sorte de grille de barbecue vertical sur 2 ou 3 étages. C'est une sorte de four, un immense four en fait. Voilà. Et ils appellent naturel. Ce four tandoor.
Et ça a sûrement à voir avec le tandoori indien. Je vais revenir sur la question. Donc, on ferme avec un couvercle, puis on jette dessus un épais torchon qui est prévu à cet effet. Et le tout est recouvert de sable ou bien de terre pour de longues heures. Et le résultat est tout simplement fabuleux. Ça a l'air quand même assez complexe. Je pense pas qu'on fait ça tous les jours non plus, non? Enfin, tu savais. Alors en effet, le mandi, c'est une technique qui est réservée surtout pour les grands événements comme l'Aïd, les mariages ou d'autres festivités. Et si on veut faire un mandi sans devoir creuser un trou dans la pelouse de notre jardin, si on a un jardin d'ailleurs? Eh bien aujourd'hui, des sites sur Internet proposent des barils marmites et des systèmes de plus petite taille pour le même résultat dans votre cuisine. Donc Myrna, on attend ton invitation. Mon mandi, voilà. Vous êtes tous invités à manger un mandi chez moi. Je vous dirai la semaine prochaine s'il était bon. Enfin, vous nous direz. Tu nous diras, ma Juline, si c'est bon. Et bien, merci beaucoup pour cette super rubrique, comme toujours. Merci beaucoup à Chloé d'avoir passé cette émission en notre compagnie. Oui, c'était très instructif, très positif. On aurait voulu prolonger le débat. Malheureusement. Voilà, mais vous pourrez retrouver toutes ces informations sur notre page Facebook avec le nom de l'ONG, donc Orient Express-Arabelle FM. Nous posterons tout, nous posterons le podcast pour écouter aussi cette discussion passionnante et intéressante. Et j'espère... Et la semaine prochaine, on aura probablement aussi une invitée parce que nous allons parler des 100 ans de la déclaration de Balfour. Voilà. Donc c'est un événement important. Et suivez-nous donc la semaine prochaine. Suivez-nous comme toutes les semaines d'ailleurs. Comme toutes les semaines. On vous souhaite une très très belle semaine, un très bon fin de dimanche. Ciao ciao, à bientôt et bonne semaine.